On va commencer pour la deuxième partie sur la présentation des challenges. Alors, on va avoir au cours de cette session une présentation de 7 challenges différents. Mais avant, je voudrais faire un certain nombre de remerciements. D'abord, à l'équipe, c'est une équipe de volontaires qui a fait tout ça à l'ENS et qui ont fait un énorme travail. Donc, je voudrais notamment remercier John Zarka, Louis Thierry, Thomas Anglès, Roberto Leonarduzzi, Gaspard Rochette, Alberto Romanini, Mathieu Andreu et Mathieu Ricci. Alors, ce dont il faut se rendre compte, c'est que chacun poursuit sa recherche en parallèle, ce sont des étudiants de doctorat qui maintiennent tout ça. Donc, je vous remercie d'essayer d'alléger autant que possible leur travail. Ça veut dire que oui, il y a un mail qui permet de récupérer s'il y a des erreurs, des problèmes sur le site, mais essayez de résoudre le plus de problèmes par vous-même, sinon on va être complètement submergé, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Donc ils ont fait un très gros travail et en même temps il faut qu'ils puissent poursuivre leur propre travail. Par ailleurs, tout ça a été financé par CFM, que je remercie aussi beaucoup ici, qui nous a permis de reprogrammer tout le site et de mettre ça en place. Et d'ailleurs, le premier challenge sera présenté sur un challenge de finance par CFM. Donc, les présentations, je remercie les intervenants de rester sur 7-8 minutes, puisqu'il y aura cette présentation dans l'heure qui suit. Voilà, et donc je passe la parole. Merci Stéphane. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc, je vais introduire le challenge de CFM cette année. Donc, très brièvement, CFM est un fonds d'investissement qui fait du trading avec des ordinateurs. C'est les ordinateurs qui font le trading avec des algorithmes écrits par des chercheurs et des data scientists. Alors cette année, le challenge est un peu le Holy Grail, comme on dit en anglais. Il consiste à prédire presque des rendements, c'est-à-dire des variations de prix. Et donc, on va voir avec quelles données. Alors, évidemment, si on peut prédire la façon dont le marché évolue, on peut investir correctement de l'argent. Et cette année, le challenge donc, consiste à prédire si un prix va monter ou va descendre, tout simplement. Donc, c'est un problème de classification. On monte ou on descend. Et il y a une petite particularité aussi, c'est que les données sont des séries temporelles. Donc on va avoir des mouvements de prix durant toute la journée. Voici les détails. Ça, c'est la slide principale qui décrit les données. Donc comme je le disais, il faut prédire des rendements. En anglais, c'est return. C'est tout bêtement une variation de prix. Donc les données sont en bas, là. Enfin, c'est les flèches. On voit... Donc la bourse qui ouvre à 9h30, c'est des bourses aux États-Unis qu'on montre ici. Et puis par tranche de 5 minutes, on a le rendement. Donc là, le prix est monté de 0,1 entre 9h30 et 9h35. C'est une des données qu'on donne. Et puis plus tard, dans l'après-midi, à 15h20, il a baissé un petit peu, de moins 0,05. C'est une des données qu'on donne. Donc il y a plein de tranches de 5 minutes. C'est la série temporelle dont je parlais. Et le but, c'est de prédire tout bêtement le signe du rendement en violet, là, entre 3h30 et 4h. D'ailleurs, à 4h, la bourse, elle ferme. Et il faut prédire ce signe du rendement. Alors, pour que le challenge soit un peu plus riche et intéressant, on a fait quelque chose d'un petit peu différent de la structure habituelle des données. C'est-à-dire que dans les données d'apprentissage, on ne donne pas le signe du rendement, mais on donne carrément le rendement lui-même. Donc, c'est un peu plus riche. Donc on a plus d'informations dans les données d'entraînement que l'information en fait, qu'il faut produire qu'il faut prédire en fait. Alors quelques petites données, on a 1 million de lignes dans la table, ce qui veut dire 1 million de graphes comme celui-ci en fait. 1 million de graphes, chaque graphe correspond à une entreprise, enfin l'action d'une entreprise, évidemment, comme ici on suit son prix au travers de la journée, et on a environ 2000 jours, ce qui fait une dizaine d'années.
Voilà. Et pour l'ensemble d'apprentissage, on a pris 70%, donc ça fait 700 millions de lignes. C'est un ensemble de données qui tient dans la mémoire d'un ordinateur, puisque c'est un demi-giga. C'est pas horrible. Après, il ne faut pas avoir trop de copies de ces données. Donc c'est légèrement gros, mais ça va. Voilà, alors, quelle est la façon dont les participants vont être classés? Tout simplement, ce qu'on appelle accuracy en anglais. Donc on traduit de façon un peu imprécise par précision en français. C'est tout simplement la fraction de signe des rendements, c'est-à-dire de réponse suivant laquelle le prix va monter ou descendre, qui est correcte. Donc s'il y a 70% de bonnes réponses correctes, ça fait une prédiction, une accuracy de 70%. Donc en fait, ce qu'on demande, ce qu'il faut prédire, c'est tout simplement donc ce signe, et la convention qu'il faut prendre, c'est que 1, c'est un signe positif, d'un rendement entre 3h30 et 4h. Et puis, quand on dit 0, on dit que le prix de l'action va baisser entre 3h30 et 4h. Alors, j'ai fait un petit benchmark. J'ai pris pas des réseaux de neurones, hein, mais j'ai essayé avec des arbres boostés. Et là, ce que j'ai mis en fait sur ce graphe, c'est non pas la performance d'un algorithme sur une classification, mais j'ai fait plein de classifications en changeant l'ensemble d'entraînement et l'ensemble de tests, juste pour vérifier que la méthode était robuste, en fait. Donc j'ai appliqué le même algorithme avec les mêmes paramètres qui essaye de prédire les signes, mais sur des ensembles un peu différents, et à chaque fois, ça donne une performance un peu différente. Donc on est à environ 51,8% de signes prédits correctement. La prédiction de rendement, de changement de prix, est très difficile. Mais même, alors c'est un domaine où on peut quand même battre même un peu le marché ou battre même une prédiction aléatoire est quand même intéressante. C'est-à-dire on peut quand même gagner de l'argent en faisant un peu mieux que la prédiction aléatoire. Donc c'est pas du tout comme la classification d'images. Voilà, donc ça c'est le score à battre. Il y a de la marge puisque la meilleure précision c'est 100%. Alors quelques idées. Il y a plein d'idées en fait qui sont déjà publiées sur le forum du challenge de l'an dernier. Je donne l'adresse plus tard. Et qui pourraient être adaptées peut-être au challenge de cette année. Et la raison est assez simple, c'est que la structure des données est similaire. Donc on a plein de jours et pour chaque jour on a une série temporelle avec des données. L'an dernier c'était ce qu'on appelle la volatilité des prix. Cette année c'est des rendements. Donc il y a une structure similaire de séries temporelles d'une part et de listes d'entreprises et d'actions d'entreprises qui permet peut-être d'utiliser des idées de l'an dernier. Donc il y a 5 méthodes du top qui ont été publiées l'an dernier et on peut les retrouver sur le site du challenge CFM. Bon, et il y a aussi donc les deux autres idées ici sont liées à cette structure des données, c'est-à-dire on a des stocks. Peut-être par exemple qu'il y a Apple, je prends l'exemple mais je ne dis pas qu'il y a Apple dans les stocks, hein, ils sont anonymes. Apple se retrouve dans plusieurs jours. Donc il y a peut-être des choses à apprendre sur chaque entreprise particulière. Mais en même temps, il y a sûrement des choses cohérentes et communes entre tous les stocks. Donc là, il y a quelque chose d'assez intéressant à regarder, peut-être qu'on peut utiliser de cette structure. Et puis il y a aussi les jours, peut-être que chaque jour, il se passe des choses différentes ou similaires. Voilà. Le score va pas être facile à améliorer, mais il y a de la marge de manœuvre, normalement, parce que prédire les rendements, c'est difficile. Je mentionne ici rapidement le forum, parce qu'on a un forum spécial où les gens peuvent échanger des méthodes, comme je le disais. Ils l'ont fait l'an dernier, très généreusement. On peut discuter d'idées ensemble, poser des questions, et c'est toujours très utile, parce que vous pouvez avoir des questions sur les données, et on est là pour y répondre. Donc il y a le lien ici, mais il sera mis aussi sur le site web du Challenge Data. Voilà. Il y a aussi quelques prix, dont des interviews de recrutement et des prix spéciaux pour les étudiants, donc avec un classement spécial au 1er juin, en plus du classement final des challenges en décembre. Voilà, et puis j'espère que ce sera amusant. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire et à trouver à partir de la structure des données. Voilà, merci pour votre attention. Alors bonjour à tous, je m'appelle Charlie Saillard et je suis Data Scientist à Okin. Donc Okin, pour faire bref, c'est une start-up qui utilise le machine learning dans le domaine médical.
On utilise des techniques de machine learning pour essayer de mieux comprendre certaines maladies, notamment le cancer. Le challenge qu'on propose cette année, c'est un challenge de détection de métastases sur des images de cancer du sein. Donc, tout d'abord, le contexte médical un peu derrière ce challenge. Généralement, dans le processus de traitement du cancer du sein, les médecins vont chercher à savoir si le cancer ne s'est pas répandu dans d'autres endroits de l'organisme que le site initial. Si c'est le cas, s'il s'est répandu, c'est ce qu'on appelle un cancer métastatique, et c'est donc un facteur de mauvais pronostic. L'endroit où le cancer du sein a le plus de risques de se propager, c'est dans les ganglions lymphatiques, situés au niveau de l'aisselle, comme vous pouvez voir sur l'image. Et donc, ce que les médecins vont faire, c'est qu'ils vont prélever un échantillon de tissu à cet endroit et ils vont l'étudier au microscope pour savoir s'il y a ou non de la tumeur. Donc, les médecins qui font cette étude de tissu au microscope, c'est des médecins qui sont vraiment entraînés et spécialisés dans cette discipline qui s'appelle l'histologie. Donc, le challenge qu'on propose, c'est, grâce à des algorithmes de machine learning, réussir à détecter automatiquement la présence ou l'absence de métastases sur une image d'histologie. C'est donc un challenge de classification binaire, absence ou présence de métastases. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les images d'histologie ont une particularité, c'est qu'elles ont une très très grande résolution, parce que les médecins ont besoin parfois de zoomer sur des endroits très précis de l'image pour établir leur diagnostic. Donc voilà, une image d'histologie, typiquement, ça fait de l'ordre de 100 000 par 100 000 pixels. Donc c'est vraiment une dimension gigantesque. Et identifier des petites métastases sur des images aussi grandes, pour un médecin, c'est compliqué. Ça lui demande beaucoup de temps et de concentration. Donc s'il y avait une méthode automatique qui permettait de détecter ces métastases sur l'image, ça permettrait de réduire la charge de travail du médecin et peut-être même potentiellement d'améliorer la qualité du diagnostic. Alors on a pris des images d'histologie qui viennent d'une base de données publique qui s'appelle Caméléon, mais on a dû faire un travail en amont parce que dû à la très grande dimension de ces images, pour rendre le challenge accessible à tous, on a essayé de réduire la dimension des données. Donc, ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a utilisé un modèle de segmentation pour détecter le tissu sur l'image, le reste étant du fond blanc qui ne nous intéresse pas. Ensuite, au sein de ce tissu, on a extrait, les petits carrés bleus, on a extrait des plus petites zones qu'on appelle des tuiles. Donc les tuiles, on en a extraites 1000, et ce sont des petites images de taille 224 par 224 de matière. Donc il y a une grosse image à l'origine de taille 100 000 par 100 000. Maintenant, on a 1000 petites images de taille 224 par 224. Et toujours dans l'optique de réduire la dimension des données, on a utilisé ensuite un réseau de neurones qui s'appelle ResNet et qui permet d'avoir une représentation plus compacte et pertinente des images. Donc il y a une tuile de taille 224 par 224. ResNet permet d'avoir une représentation par un vecteur de taille 2048. Donc, ce que vous allez avoir comme données en entrée, par patient, vous avez donc une matrice de taille 1000 x 2048, où 1000 c'est le nombre de tuiles de l'image, et 2048 c'est la dimension de la représentation de ces tuiles. La réponse, donc en sortie, ce que vous avez, c'est un nombre binaire qui vaut 0 s'il n'y a pas de métastase sur l'image et 1 s'il y a une métastase sur l'image. Ce qu'il faut bien réaliser ici, c'est que cette réponse Y, c'est une réponse globale sur toute l'image. Donc si un patient n'a pas de métastase, ça veut dire que toutes ces tuiles sont non tumorales. En revanche, si un patient a une métastase, Y vaut 1, et ça veut seulement dire qu'au moins une de ces tuiles est tumorale. Il faut faire attention à ça. Et en fait, on a une entrée supplémentaire pour une partie des patients parce que en fait, les médecins ont pu annoter localement une partie des images.
Donc pour 11 patients sur les 279 des données d'entraînement, vous avez une annotation au niveau de la tuile directement. Donc c'est-à-dire au niveau de la tuile si elle contient de la tumeur ou non. Donc ça c'est une information supplémentaire, on vous laisse le choix de la façon d'utiliser cette information. Donc pour résumer un peu les données, dans les données d'entraînement, vous avez donc 279 patients, donc 279 images. Dans les données test, vous en avez 120. Pour les données d'entraînement, il y a 112 patients qui ont des métastases. Et au sein de ces 112 patients, les médecins ont noté 11 de ces patients au niveau local. Donc ce qui correspond en fait à 11 000 tuiles. Alors, le risque qu'on va utiliser pour évaluer la qualité de vos prédictions, c'est l'AUC, donc c'est un risque classique en classification binaire, donc je ne vais pas revenir plus dessus. Et notre modèle benchmark, c'est une régression logistique sur la moyenne des features ASNet. Donc en fait, je m'explique. Je vous ai dit que un patient est représenté par une matrice de taille 1000 x 2048. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a pris la moyenne des représentations des tuiles. Donc on obtient juste un vecteur de taille 2048. Ensuite, on fait une régression logistique et on obtient une AUC de 0,70 sur le test. Donc, ce qui est déjà pas mal. Oui, à noter aussi qu'on n'utilise du coup pas les annotations locales pour ce benchmark. Alors les difficultés liées à ce challenge, la première que j'ai déjà évoquée, c'est le fait que les tumeurs sont parfois très localisées. Donc ça veut dire que pour un patient qui a une métastase, il est tout à fait possible que 99% de ces tuiles soient non métastasées. Donc il faut que vos modèles soient capables de détecter des petites informations comme ça dans un grand jeu de données. Donc c'est pas évident. La deuxième difficulté, c'est le risque de surapprentissage. Comme vous avez pu le constater, la dimension des données, même après le travail qu'on a fait, reste très grande, de l'ordre de 2 millions, alors que le nombre d'exemples, lui, est très faible, de l'ordre de quelques centaines. Donc peut-être qu'il va falloir essayer de réduire encore la dimension de ces données en utilisant une PCA, un auto-encodeur ou ce genre de choses. Enfin, nous pensons que les modèles qui seront les plus performants, c'est les modèles qui arriveront à utiliser à la fois l'information globale au niveau de l'image et l'information supplémentaire locale au niveau de la tuile. Donc il va falloir développer des modèles ingénieux pour tirer parti de cette information supplémentaire que vous avez pour une partie des patients. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Bonjour, moi je vais vous présenter le challenge d'Enedis qui consiste à essayer de prévoir les profils dynamiques d'électricité. Alors Enedis, c'est une entreprise qui s'occupe de la distribution de l'électricité en France. Pour caricaturer un petit peu, elle récupère l'électricité qui est injectée par le RTE sur le réseau et elle l'achemine jusqu'à l'utilisateur final. Et c'est pour ça qu'elle est particulièrement bien placée pour remplir une de ses missions, qui est d'effectuer le bilan énergétique au pas demi-heure. Donc la plupart des relevés, ils sont mensuels, tous les 6 mois, tous les ans. Il faut être capable de passer de ces relevés d'énergie à des valeurs demi-heure. Et on va utiliser une technique dite de profilage pour y parvenir. On a fait évoluer nos méthodes de profilage. Historiquement, on avait un profilage statique, c'est-à-dire qu'on avait une campagne de mesure sur un panel des clients représentatifs. Donc imaginons qu'on avait mesuré en 2010 des profils et on était capable de les déformer jusqu'en 2017, jusqu'en 2018, en fonction des spécificités du jour ou en fonction de la température du jour. Ça répondait à notre besoin, mais on n'était pas capable de capturer les comportements les plus récents et les évolutions, les tendances. Et donc c'est pour y remédier qu'on a mis en place le profilage dynamique. Donc le profilage dynamique, il est calculé a posteriori, toujours à partir d'un panel de clients représentatifs.
Et il nous permet de capturer des événements plus récents. Donc, par exemple, on voyait l'effet Coupe du Monde dans nos profils, par exemple. Donc, c'est pour vous donner voilà, un ordre, pour visuellement se représenter qu'est-ce que ça change d'avoir un profil dynamique. On réduit énormément l'erreur qu'on a sur nos modèles. Quand on fait le bilan électrique, le calage, finalement, c'est le résidu, ce qui reste, qu'on n'a pas réussi à affecter. Et on arrive à drastiquement réduire, finalement, l'incertitude de nos modélisations, mais au prix de la prévisibilité de nos profils. Quand nos profils avant, il fallait juste déformer en fonction d'un gradient de température une forme qu'on connaissait à l'avant, tout le monde était capable de le faire, c'était un calcul. Maintenant, il s'agit d'être capable de modéliser le comportement des gens, le comportement électrique des groupes de personnes. Alors pourquoi prévoir ces profils d'électricité ? C'est un enjeu important pour les responsables d'équilibre. Alors le responsable d'équilibre, il faut imaginer ça comme un assureur du marché de l'électricité. Et donc il doit être capable de s'assurer que finalement il n'y aura pas de déséquilibre du réseau, qu'il y aura autant de consommation que de production. Et donc à son niveau, il doit dire exactement comment on va consommer son portefeuille. Donc il est obligatoire pour le responsable d'équilibre d'être capable de prévoir ces profils. Dans une moindre mesure, elle pourrait aussi servir de secours, cette prévision de profil dynamique, si d'aventure on avait des problèmes avec nos SI, on était dans l'incapacité temporaire de calculer les profils a posteriori. Donc dans ce challenge, on va s'occuper de 7 profils dynamiques, donc, qui représentent des catégories d'utilisateurs différents. Et il va s'agir de prévoir les valeurs de ces profils dans une période de test. C'est donc un exercice de prévision de série temporelle. Donc les groupes de clients, je vous les présente ici. Donc 4 clients résidentiels, 3 profils résidentiels, 3 profils professionnels. Donc professionnels, il faut imaginer les petits commerces. Hein. Et en fait, ce qu'on voit, c'est RES2HP, RES2HC, Pro2HP, Pro2HC. Ce sont des clients qui ont des options tarifaires. C'est-à-dire qu'on ne leur facture pas l'électricité de la même façon en fonction des heures où ils consomment leur électricité. À noter que pour nos profils professionnels, on a fait l'exercice de calculer ces profils dynamiques depuis 2016 et donc l'échantillon d'apprentissage sera court. Ça sera une difficulté supplémentaire par rapport au profil résidentiel. On vous fournit des données du bilan électrique. Donc, c'est l'ensemble des données qu'on est censé calculer a posteriori. Il y a notamment l'ensemble des injections qu'on fait sur le réseau Enedis, donc ce que RTE, le gestionnaire de réseau de transport, injecte sur notre réseau. L'ensemble des consommations et productions télérelevées. Alors, il faut imaginer que le télérelevé, c'est les plus grosses tensions sur notre réseau, donc ça sera plutôt des entreprises de taille moyenne. Mais bon, ça peut donner une idée de l'activité, donc il y a peut-être des choses à apprendre sur comment se comportent les entreprises qui nous permettent de le décliner au niveau des résidentiels ou des professionnels. Les consommations et productions profilées. Donc la consommation profilée, finalement, les 7 profils participent à la consommation profilée, mais on ne pourra pas retrouver, juste en désagrégeant, les 7 profils. C'est plus compliqué que ça. Il y a d'autres profils, et puis les poids peuvent varier par jour, donc ce sera plus compliqué que ça. Et donc des données de température qui, je ne vous le cacherai pas, seront les variables les plus importantes pour essayer de prédire la consommation d'électricité. Le risque qu'on a choisi, c'est un dérivé du RMSI. En fait, on avait 7 profils différents à prévoir. Donc on allait partir sur voilà, la moyenne, la racine de la moyenne des erreurs au carré. Mais comme on a 7 profils, on va essayer de pondérer l'effet de chaque profil pour avoir quelque chose d'un peu plus uniforme. Et donc on a décidé d'avantager les profils qui ont un historique plus long, donc sur lesquels on est censé être capable d'apprendre plus de choses, par rapport aux profils qui ont un historique court. Donc comme on a 4 profils résidentiels et 3 profils professionnels, on se retrouve avec en pondérant. Ah pardon. La référence, le benchmark qui a été choisi, c'est les profils statiques. Donc on se dit, qu'est-ce que ça donne comme RMSI si je prends les profils statiques pour essayer de prédire les profils dynamiques? Et à partir des statistiques obtenues en prenant cette référence de prévision,
On va renormaliser chaque prévision qui sera effectuée à partir de cette référence. Et voilà, amusez-vous bien. Bonjour, donc je suis Stéphane Dupré, donc chercheur au sein du groupe Napoléon, et je vais vous présenter le challenge intitulé Prédiction de Sharpe Ratio pour des blends de stratégie que l'on propose pour le Challenge Data ENS. Donc avant succinctement une présentation du groupe Napoléon. Donc on est des spécialistes de la conception de stratégies de trading quantitatives et algorithmiques. Basiquement, notre métier, c'est de créer des signaux financiers qui vont être ensuite actionnés en termes de position sur des actifs financiers. Donc comme on l'a vu avec CFM, on va des fois prendre des positions longues, c'est-à-dire qu'on va acheter l'actif parce qu'on pense qu'il va grimper. On peut également être neutre dans le sens où on pense que c'est flou, la valeur de l'actif on ne sait pas s'il va monter ou descendre, et également des positions courtes. Alors c'est des termes financiers, mais en gros ça veut dire qu'on va vendre l'asset sans l'avoir et on peut prendre la performance inverse de l'actif. Voilà, et donc on va se focaliser également sur des signaux qui sont à faible latence par rapport à du high frequency trading dans la finance. Donc des signaux ici qui vont être journaliers et qui vont être basés en fait sur des indices agrégés, enfin macroéconomiques. D'accord, ça ne va pas être vraiment des stocks, on ne va pas avoir des centaines de stocks ici. C'est des stratégies qui sont très liquides, où on va passer au close en fin de journée et on va pouvoir en fait faire de la gestion sur des énormes mandats. Voilà, donc je vais vous présenter les objectifs de notre challenge. Comment ceux-ci relatent aux problématiques du groupe Napoléon. Je vous présenterai après le dataset vraiment en détail. Je vous présenterai le benchmark et quelques idées pour les prévisions. Voilà, donc un indicateur financier ici. Bon, pour ceux qui sont coutumiers de la finance, on voit le caractère stochastique avec une tendance haussière ici. Donc c'est typiquement le genre d'indice sur lequel Napoléon construit des signaux. Et pour chaque signal construit, en découlent des stratégies. Et ce qu'on va vous demander, en fait, c'est de prédire une métrique sur un ensemble de stratégies qu'on a déjà créées, nous, sur cet indice. Pour ce faire, on va décomposer ici 30 ans d'historique en 289 périodes de 26 jours. Alors pourquoi 26 jours? Parce qu'en gros, il y a 21 jours ouvrés pour le mois passé, 5 jours ouvrés pour la semaine à venir. Et on va vous demander de prédire en fait ce qu'on appelle un ratio de Sharpe. Donc je vais vous expliquer ultérieurement ce que c'est sur la prochaine semaine, d'accord? Voilà, donc ici vous avez un exemple de 7 stratégies qui correspondent à l'indicateur financier que vous avez vu, qui sont des stratégies qui découlent en fait déjà d'algorithmiques et de machine learning qui sont faites au sein de Napoléon. Vous voyez le haut de T ici, c'est le signal qui est créé par nos algorithmes, qui va donc manger des données financières en entrée et va nous donner après des positions à prendre pour le futur. Et vous avez ici 7 stratégies propriétaires qui sont éprouvées qui ont des track records de plusieurs dizaines d'années, puisque notre CEO est un ancien trader chez BNP. Donc c'est des stratégies qui performent déjà extrêmement bien, vous pouvez le voir. Alors vous allez me dire où est le problème? Eh bien le problème c'est qu'on peut toujours faire mieux. En fait un investisseur il ne va pas être intéressé par de la performance absolue en général, il va préférer une performance certaine. C'est le paradoxe de Saint-Pétersbourg, de Bernoulli, mais vous préférez avoir en fait gagner quelque chose de façon certaine, moindre, que possiblement gagner plus, mais de façon incertaine. Et c'est là qu'en fait le ratio de Sharpe est très important, parce qu'en fait un ratio de Sharpe, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le quotient d'un rendement par une volatilité. Donc c'est ça ce qu'on va essayer en fait d'améliorer, nous, et en gros ça va nous donner en fait une performance par unité de risque, et c'est ça vraiment ce que les investisseurs recherchent. Ça va donner des stratégies extrêmement robustes qui gagnent tout le temps, qui font des sortes de lignes droites non volatiles. Et ce que l'on sait très bien avec la théorie de la diversification de portefeuille, c'est que si vous mixez des actifs ou des stratégies, eh bien vous pouvez, par des effets de corrélation entre elles, baisser la volatilité du mix et arriver en fait à des stratégies qui performent encore mieux. Donc c'est ça l'idée du challenge ici, c'est que vous nous aidiez à trouver la meilleure stratégie possible, le meilleur mix possible, qui est simplement une combinaison linéaire de nos stratégies, qu'on appelle un blend, c'est ça ce qui a été appelé un blend dans le titre, et qui va nous donner un Sharpe ratio qui est le meilleur pour la prochaine semaine de marché ouvré.
Donc la méthodologie qu'on vous propose, c'est pour chaque période, en fait, on va générer des blends exhaustivement de façon aléatoire pour avoir une sorte d'approximation du continuum. Et on veut que vous essayiez de prédire chacun des sharps afférents. Et bien sûr, l'idée est de choisir le meilleur blend d'après. Donc le Sharpe ratio, la formule est définie en bas, hein, n'ayez pas peur, elle est un peu compliquée. Il y a juste quelques petits twists que je vous définirai dans 2 slides. Voilà. Voilà, donc le jeu de données qu'on vous a créé. Donc en premier paramètre, vous allez avoir les poids des stratégies. Vous allez avoir après nos stratégies à nous, donc nos stratégies propriétaires, donc avec leurs 21 valeurs sur le dernier mois sur les marchés. On vous a rajouté également ce qu'on appelle X, qui sont des autres indicateurs financiers que l'on pense être pertinents pour améliorer votre modèle. Et puis en dernière colonne, vous avez le Sharpe, hein, qui est cette valeur qu'on veut prédire, et qui est la valeur qui sera présente dans l'ensemble d'entraînement, hein, qui a environ 7000 points, et qui ne sera pas présent dans le jeu de test. Et vous avez ci-dessous la métrique qui va être utilisée pour vous juger, pour vous évaluer. Donc c'est basiquement une norme L1 entre votre vecteur de prédiction et le vecteur des Sharpe réellement réalisés. Alors il y a un petit truc en plus à la norme L1, c'est que vous voyez une fonction f qui va en fait ramener, parce qu'en gros le ratio de Sharpe varie dans R, hein, il peut être égal à moins l'infini comme plus l'infini. Enfin il est fini mais il n'est pas borné. Ce f va en fait ramener les Sharpe, éviter de trop pondérer les outliers dans l'erreur, d'accord ? En gros, si vous prédisez 5 au lieu de 8, ça fait une erreur de 3, mais ça ne nous intéresse pas tant que vous prévoyez mieux moins 1 et 1. Et donc, c'est une sorte de tangente hyperbolique, cette fonction, ça casse les outliers. Et ça privilégie le signe aussi, qui est très important pour nous, puisque c'est si on est long ou court. Voilà, donc le Sharpe est un petit peu changé par un Sharpe classique. Donc déjà, il est annualisé, donc d'où le 252, qui est le nombre de jours ouvrés sur une année dans les marchés. On a capé la volatilité parce que sur une semaine, la prédiction sur une semaine, c'est très court, une semaine. Des fois, quand il n'y a pas de volatilité, ça peut devenir très grand. Et comme on divise, ça peut être problématique. Et on l'a aussi augmenté sur la durée d'entraînement également. Voilà, donc déjà notre benchmark, je vais vous le présenter. Donc c'est un benchmark vraiment trivial, c'est la moyenne du Sharpe sur toutes les observations. Ce benchmark est déjà très dur à battre. On vous propose déjà, pour aller plus loin, donc déjà l'idée c'est de créer des prédicteurs. En finance, c'est vraiment fondamental. Il faut que vous créiez vous-même, à partir non seulement des indicateurs en plus qu'on vous a donnés, mais des indicateurs de moment, de survente, de sous-vente. Il faut les corréler les deux. Enfin, il y a tout un travail de génération de features que vous allez avoir à faire. Et effectivement, après, il y a aussi de l'algorithmique pour essayer de trouver le changement de variable qui va vous donner vraiment les bonnes prédictions. Voilà, on peut également aussi penser à casser le problème de régression, parce qu'on prédit une variable continue, le Sharpe. C'est un problème de régression. On peut le casser en un problème de prédiction et de régression. Et vous allez vite voir, si vous faites ça sur le jeu de test, que en fait, quand on fait le problème de classification, on a vite une accuracy de 70, parce qu'en fait, les stratégies derrière déjà sont designées pour gagner. Donc vous avez déjà, en étant long tout le temps, vous gagnez. Donc il faut réussir après à prévoir le gain. Et voilà. Voilà, donc l'équipe Napoléon est ici pour des questions ultérieures, si vous voulez, à la fin du cours. Et puis, on est joignable. Bonjour à tous, je suis Valentin Thoré et je vais présenter le Challenge Dream, donc, qui consiste à la prédiction de l'activité d'onde lente du sommeil profond. Donc, ça repose sur pas mal de notions que je vais expliciter. La première, c'est la mesure du sommeil. Donc, la mesure du sommeil, ça s'appelle la polysomnographie. C'est un examen clinique qui est réalisé pour des patients qui souffrent par exemple d'apnée du sommeil, et donc sur lequel on va venir mesurer l'activité respiratoire, l'activité cardiaque, l'activité cérébrale d'une personne pendant toute une nuit. Donc on obtient ce genre de tracé qu'on peut observer à droite, et à partir de ces tracés, on va pouvoir poser un diagnostic.
On va aussi pouvoir proposer une version synthétique de la nuit qu'on appelle l'hypnogramme. Donc l'hypnogramme, ce sont les stades de sommeil du patient au fur et à mesure de la nuit. Donc là, on voit qu'il s'est couché vers minuit et levé vers 7 heures. Et on voit les différents stades de sommeil par lesquels il est passé. Donc on a l'éveil, le wake, le sommeil paradoxal, REM, le sommeil léger, 1 et 2, et le non-REM 3, donc, qui est le sommeil profond. Dans ce challenge, on va surtout s'intéresser au sommeil profond, qui représente en fait environ entre 1 heure et 3 heures d'une nuit moyenne, et qui est concentré sur le début de nuit. Pendant ce sommeil profond, on observe des signaux très particuliers au niveau de l'électroencéphalogramme, donc au niveau de l'activité cérébrale. On va observer un phénomène d'onde lente. Donc c'est des ondes de forte amplitude, donc plus fortes que ce qu'on peut voir pendant l'éveil, par exemple, et qui sont donc autour de 1 Hz. Donc là, on a 10 secondes de signal. Ça correspond en fait physiologiquement à des moments où les neurones vont tous décharger en même temps et tous s'éteindre en même temps. Enfin, des régions entières du cerveau qui vont tous décharger en même temps et tous s'éteindre en même temps. Donc, au niveau physiologique, ça joue un rôle essentiel en fait, dans le bien-être d'une personne, parce que ça va être le moment où on recharge vraiment les batteries, où on va mémoriser ce qu'on a appris dans la journée, etc. Et aussi, ça va jouer un rôle dans la régulation hormonale. Le problème, c'est que le sommeil profond peut être un peu dégradé, et donc le facteur qui va tous nous affecter, c'est le vieillissement. Plus on vieillit, moins on a d'ondes lentes, plus elles ont des amplitudes faibles. Il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent impacter le sommeil profond, comme le stress ou certaines maladies, ou encore la prise de certains médicaments. Donc la recherche en neurosciences a cherché un peu à contrecarrer cet effet en induisant des ondes lentes pendant le sommeil profond à l'aide de stimulation sensorielle. Donc il y a eu pas mal de tests qui ont été faits avec du son, des stimulations électriques, magnétiques, un peu tout. Et nous, celle qu'on a retenue à Dream, c'est les stimulations auditives. Donc je vais expliquer le fonctionnement. Donc si on reprend notre onde lente du sommeil profond, donc on peut la schématiser par une sinusoïde à 1 Hz, comme je l'ai dit précédemment. Et l'idée va être en fait de recruter des neurones à participer à cette oscillation lente, donc à tous décharger en même temps et tous s'éteindre en même temps. Et donc l'idée, ça va être d'envoyer un son qui va durer environ entre 40 et 100 millisecondes, un bruit rose que le cerveau va entendre, mais pas écouter, donc on ne va pas réveiller la personne évidemment. Et l'idée, ça va être d'avoir plus de neurones qui rentrent dans l'oscillation lente, et donc d'augmenter l'amplitude et contrecarrer les effets du vieillissement. Donc ça, c'est l'expérience. Pour mesurer ce potentiel évoqué, bien sûr, on n'a pas accès à la courbe violette, on n'a accès qu'à la courbe rouge après la stimulation. Donc en fait, on a aussi des moments sham, témoins, où on aurait pu envoyer une stimulation, mais on ne va pas le faire. Donc l'idée, c'est qu'on fait ça plusieurs centaines de fois sur la nuit, et donc on peut comparer les moments où on a stimulé des moments où on n'a pas stimulé, on a 2 distributions différentes, et on peut calculer un potentiel évoqué. Du coup, dans ce challenge, on va se concentrer uniquement dans cette condition sham, donc le fonctionnement normal du cerveau, en fait. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que juste après, on observe une onde lente ou pas? Donc juste après, ça veut dire dans la seconde qui suit, le moment où on aurait aimé envoyer notre stimulation. Donc on a découpé le problème comme un problème de classification en 3 classes. Et donc le premier cas, c'est il n'y a pas de stimulation juste après. Deuxième cas, il y a une onde lente, mais elle est de faible amplitude. Et troisième cas, il y a une onde lente, et elle est de forte amplitude. Donc faible et forte amplitude, c'est relatif à la taille des ondes lentes depuis le début de la nuit. Du coup, ça permet en fait 2 choses. Ça nous permet, dans un premier temps, d'optimiser les moments où on stimule. C'est-à-dire que si on est dans un cas 2, on sait que de toute façon, il y a une forte chance qu'il y ait une onde lente juste après. On ne va pas forcément envoyer une stimulation, on va plutôt se concentrer sur les cas 0 et 1. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va nous intéresser, c'est aussi de pouvoir optimiser les paramètres de stimulation. Si par exemple, je sais que je suis dans un cas 0, je stimule, et je reste dans un cas 0, ça veut dire qu'en fait, ma stimulation n'a pas eu d'impact. Donc je vais peut-être augmenter un peu le volume, changer le type de bruit que je vais envoyer, changer un peu le moment où je vais envoyer le son pour optimiser et passer de 0 à 2, par exemple. Au niveau des échantillons, donc, ce qu'on propose, c'est donc les 10 secondes de signal qui précèdent un moment témoin et toutes les informations qui sont relatives à ce qui s'est passé depuis le début de la nuit jusqu'au moment considéré. Donc, par exemple, le nombre d'ondes lentes qu'on a observé avant, leur taille moyenne, leur durée moyenne. Et donc, on retrouve un dataset comme ça de 1261 features, et avec les 3 classes à prédire en Y. Donc les données ont été acquises à partir du MandoDream, donc qui permet de réaliser une mesure du sommeil, une polysomnographie à la maison. Il y a 500 000 exemples.
qui proviennent de 10 000 enregistrements répartis sur 1700 utilisateurs. Donc on a coupé les utilisateurs en deux, on a pris 850 pour le train et 879 pour le test. Donc ça fait pas mal de données, et on a à peu près autant de données d'entraînement que de tests. Pour la métrique utilisée, donc on a choisi l'accuracy, donc c'est le ratio de réponse correcte. Comme le dataset est balancé, donc on a autant de classe 1 que de classe 2 que de classe 3. Si on propose une solution random, on obtient un score de 0,33 environ. Le benchmark qu'on propose est tout simple, c'est une random forest qu'on a appliquée sur les metadata qui étaient dans le jeu de données. Avec ça, on obtient une accuracy de 0,5 qui est un peu meilleure que la chance. Du coup, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me voir à la fin si vous avez des questions. Bonjour à tous. Déjà, merci aux organisateurs de me permettre de présenter une seconde fois ce challenge, puisqu'on l'avait présenté déjà l'année précédente. C'est un challenge NLP, donc sur le texte. Alors moi, je suis cofondateur de Pozo, je suis pharmacien, et je vais commencer par une phrase en fait, d'un vieux chimiste qui s'appelle Paracels, qui dit que tout est poison, et rien n'est sans poison. Et en fait, finalement, seule la dose fait le poison. Qu'est-ce que ça veut dire autrement ? Autrement dit, ça veut dire qu'un médicament, c'est un poison, mais un poison qui soigne à la bonne dose. Il faut donc bien le prescrire, bien l'utiliser, pour éviter des conséquences dramatiques. Alors, beaucoup de gens vont sur Internet quand ils ont des questions sur les médicaments, et si par exemple, je pose une question toute simple à Siri, comme « Que faire en cas d'intoxication à l'alcool ?», Siri me propose une liste de bars et de magasins de spiritueux. L'approche de Siri, c'est soigner le mal par le mal. Bon, la littérature scientifique ne va pas forcément dans le même sens. C'est un problème parce que finalement tout le monde va sur Internet lorsqu'on a besoin d'informations sur les médicaments. C'est 60 milliards de questions posées ou de requêtes dans Google tous les ans sur la santé et 8 milliards sur les médicaments. Donc toutes les secondes, 250 questions sont posées à propos de l'usage des médicaments. Tout le monde pose des questions, même des pharmaciens comme moi ou des médecins, parce que rien qu'en France, il y a 6000 médicaments différents. Les notices vont de 20 à 400 pages. Impossible pour n'importe quel professionnel de santé de maîtriser pleinement l'usage de chaque médicament. On a besoin donc d'un assistant, on a besoin de trouver de l'information. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec deux questions qui, pour moi, pharmacien, appellent exactement la même information. Je vous laisse les lire. Là, vous allez comprendre que vous n'êtes pas tous pharmaciens. En fait, ces deux questions me demandent est-ce que ce traitement, donc le valsartan hydrochlorothiazide, ou nom de marque dit au vent, doit être pris une fois, en 2 fois, ou bien peu importe. C'est la posologie qui est demandée. Si je pose ces deux questions dans Google, Google n'arrive pas à interpréter le sens de la question et va nous donner pour chacune des questions des résultats complètement différents et même des résultats complètement faux, puisque à gauche, je commence à gauche, la première réponse est sur la metformine, qui est un antidiabétique, alors que le valsartan, c'est un antihypertenseur. La deuxième réponse, la deuxième suggestion, c'est un médicament qui a la même molécule mais une formulation différente, et donc une posologie différente. La troisième n'a rien à voir. Et puis, sur l'écran de droite, seule la première réponse est correcte, les autres parlent d'autres médicaments, la deuxième notamment sur un médicament contre les troubles, les douleurs gastriques. Donc sur Google, finalement, grand risque de mésinformation. Et les conséquences sont dramatiques. À l'échelle de l'Europe, c'est ma ville d'origine, Amiens, 200 000 habitants, qui est rayée de la carte chaque année. C'est 200 000 morts quasiment chaque année, dues à des erreurs de prise de médicaments ou des effets secondaires. Donc c'est évidemment catastrophique. Alors notre approche chez Pozos, et c'est pourquoi on fait ce travail-là, c'est pour faire en sorte que demain, dans le monde, n'importe quel patient, médecin, pharmacien, infirmier, en 1 seconde, ait accès à une information fiable, neutre, donc rapide aussi, sur l'usage des médicaments, pour éviter toutes ces erreurs. Parce que l'OMS considère que 80% de ces erreurs peuvent être évitées juste par une bonne information. C'est notre défi. Ça va être aussi une partie du défi de ce challenge pour vous, puisque la première étape de ce challenge, c'est d'identifier dans une question, formulée en langage naturel, le type d'information que les personnes souhaitent obtenir. Donc c'est une classification. Ah, c'est bon. Vous avez en input une liste de questions formulées en langage naturel. C'est des questions qui vont de 1 mot
à 180 mots, avec des fautes d'orthographe, des abréviations, tout le bonheur du NLP. Vous avez en output une liste de 51 intentions. Ce qu'on appelle intention, c'est le type d'information recherchée. Elles sont numérotées de 1 à 51 et vous devez donc associer et classifier correctement chacune des questions parmi une de ces intentions. Donc le type de données, c'est des questions en langage naturel, c'est en français. Vous avez 8000 questions dans le set d'entraînement. L'objectif, évidemment, c'est de prédire le bon type de réponse attendue, la bonne intention. Et le score de précision permettra de mesurer votre performance. Alors pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble, si je reprends la question que je vous ai présentée juste avant, elle veut avoir l'intention associée, c'est posologie. Ce serait un numéro pour vous. Deuxième question, quels médicaments sont susceptibles de provoquer les torsades de pointe? L'intention, c'est quels sont les effets secondaires, quels médicaments ont cet effet secondaire-là. Enfin, est-ce que le Novenox peut être pris en même temps que le Xarelto? Donc est-ce qu'il y a une interaction médicamenteuse entre ces deux médicaments? Donc vous en avez 51 types d'intentions différents. Vous devez réussir à classifier correctement ces questions. Notre solution de référence, c'est un réseau de neurones convolutionnel appliqué à l'échelle des mots. On a un score de précision qui est assez élevé dans notre benchmark, 82%. Alors quelques conseils pour ne pas perdre trop de temps dans votre challenge. Déjà, dans le set d'entraînement et de test, la répartition des questions et d'intentions n'est pas du tout uniforme. Certaines intentions sont très représentées, d'autres sont très peu représentées. Donc si vous faites un random, vous allez avoir dès le départ un score assez élevé, mais finalement, le gain de pourcentage de précision va être difficile à obtenir. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe, beaucoup d'abréviations, donc ça peut être nécessaire aussi de corriger, de faire un pré-processing sur ces données, mais vous allez voir, ce n'est pas si efficace que ça. Enfin, si vous voulez trouver la liste des noms de médicaments, ce qui est quand même clé pour le challenge, vous pouvez tout trouver sur le site de l'ANSM. ANSM, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament. Vous avez la liste de tous les médicaments qui est disponible. Ça peut vous servir à identifier certains mots-clés, notamment le nom des médicaments. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite un bon courage pour le challenge. Faites attention avec vos médicaments. Demandez à un pharmacien ou à Poso si vous avez des doutes. Voilà, merci beaucoup. Bonjour et merci infiniment pour votre patience. Donc Lumenaille, on est une start-up créée par Sébastien Lousteau il y a 3 années et demie. On exerce dans le machine learning et on fait du service et des produits pour des grands groupes. Aujourd'hui, je vais vous proposer un data challenge, un challenge data 2019 autour du Rubik's Cube. Donc vous allez comprendre pourquoi. Le Rubik's Cube, je m'y suis intéressé cet été en vacances. Et en fait, je me suis dit, tout ce qu'on trouve sur Internet pour le résoudre, c'est des espèces d'heuristiques mécaniques qui font que d'une position repérable, vous allez pouvoir en atteindre une autre repérable par une séquence de mouvements pour laquelle vous ne comprenez rien à ce que vous faites en fait. Du coup, je me suis dit, pour une configuration de données, est-ce qu'il y a la possibilité d'intuiter ou d'apprendre en fait, avoir l'intuition de quel est le meilleur mouvement et comment descendre dans la profondeur en fait, des combinaisons pour atteindre la solution. Donc, en creusant un petit peu, finalement, le but, c'est vraiment de répondre à cette question-là. Y a-t-il un moyen de savoir quel est le chemin le plus court en ne faisant que regarder le cube? Donc, on est vraiment sur une problématique centrée recherche, intérêt recherche. En creusant un petit peu, en fait, on se rend compte que c'est des choses assez récentes. En machine learning, on s'intéresse à de l'apprentissage sans feedback, puisque le seul feedback que vous ayez, c'est la position initiale, la position résolue. Autrement, vous êtes perdu dans l'espace combinatoire. Donc, par exemple, je fais la citation je mentionne un IPS 2018 qui présente une approche par Deep Reinforcement Learning qui est très, je ne pas prometteuse, mais qui résout le problème. Donc là, très simplement, en fait, on va s'intéresser à cette problématique à partir du cube le plus simple, le 2 par 2 par 2. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, vous allez le voir, il y a un nombre de combinaisons qui est tractable, contrairement au Rubik's plus 3 par 3 par exemple. Donc on se rend compte en fait que pour résoudre d'une configuration de données à atteindre la solution, vous êtes au maximum à 14 pas, 14 quarts de tour de la solution pour chaque configuration. Le maximum c'est 14. Mais les heuristiques qui vous sont proposées pour résoudre le cube
vont plus loin et vous amènent en fait à déambuler dans le graphe pour atteindre la solution en plus de coûts que ça. Donc en fait, si on n'a pas de feedback à un instant donné en regardant le cube, on va s'intéresser à en produire en fait par machine learning et apprentissage, tenter d'identifier une structure au sein de la donnée pour voir si en fait on arrive à un instant donné, on regarde le cube, à savoir où on se trouve dedans en termes par exemple d'identification de la distance à laquelle on se trouve, de la solution. Donc pour ce faire, en fait, je construis un modèle physique qui a permis de générer les 3 674 160 combinaisons possibles contre celles du 3 par 3 par 3 qui sont inatteignables par des machines de calcul modestes. Donc la structure étant très proche en fait, entre le 2 par 2 et le 3 par 3, on s'intéresse au 2 par 2 pour pouvoir au moins comprendre ces structures et pouvoir avancer dans la problématique. Donc le problème, en fait, c'est la description de 24 facettes, donc 24 données, chacune étant composée d'une valeur de 1 à 6 pour identifier la couleur. Donc on est vraiment sur de la donnée catégorielle. Donc pour les X, en fait, j'ai séparé tout simplement le nombre de combinaisons en 2 pour pouvoir en fait avoir des combinaisons comme ça de X de 6, 1, 6, par exemple. Ça, c'est la description d'une configuration particulière qui se trouve à une distance, c'est-à-dire en 3 coups de 3. Donc en 3 coups, je peux le résoudre quand je suis sur cette configuration-ci. Donc voilà, c'est l'identification de la moitié de toutes les combinaisons possibles à leur distance à la solution. Et par rapport à ce set d'apprentissage, le but du jeu, ça va donc être, avec un échantillon de test de 1 837 080 combinaisons, de trouver de prédire la distance la plus sensée, la plus juste possible, la distance à la solution. Donc là, la métrique d'évaluation, l'erreur de prédiction, la mesure par MAE, Mean Absolute Error, tout simplement en regardant en fait la distance que vous prédisez, vous arrivez à prédire, contre la vérité terrain, qui n'est pas fournie pour l'exercice, et puis tout simplement moyenner par rapport à la taille de l'échantillon. Le protocole qu'on a utilisé, nous, pour faire un benchmark a été assez simple, en fait. On n'a pas eu le temps de creuser. Donc je vais évoquer peut-être quelques pistes qui nous sembleraient intéressantes, mais dans un premier temps, on a fait quelque chose d'assez simple, en lançant, en considérant que c'est un problème de régression, en lançant nos algos et en lançant aussi un random forest pour comparer, et sans considérer les données vraiment de façon catégorielle. Donc on n'a pas creusé énormément en fait sur la problématique, et on arrive en fait à une erreur de prédiction de moins de 1. Donc 0,928 sur l'échantillon de test. On fait mieux que le random forest, mais bon, en regardant vraiment dans le détail, on se rend compte que ce n'est pas non plus miraculeux. Donc il y a très probablement moyen d'identifier mieux que ça la structure du Rubik's Cube pour aller plus loin dans la description en fait, des distances et la prédiction de ces distances-là. Donc en termes de difficulté, ce qu'on a pu remarquer, c'est que les données sont tout à fait déséquilibrées, dans le sens où vous avez énormément de distance à 11, de configurations qui se trouvent à distance 11, 10, et puis un petit peu moins à 12 et 9, et beaucoup moins en fait pour les autres distances, jusqu'à 14. Et puis, donc l'intuition serait vraiment de tenter de spécialiser vraiment des modèles par distance, ou vraiment disséquer peut-être par approche non supervisée la structure en fait, de ces données-là, pour voir s'il y a des patterns identifiables à l'intérieur et les utiliser pour faire des prédictions plus justes. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous remercie. Et merci infiniment pour votre patience. Voilà, donc je voudrais remercier tous ceux qui ont présenté des challenges, parce que ça représente une quantité de travail énorme d'amasser, d'organiser ces données, etc. Et donc, j'espère que vous aurez beaucoup d'intérêt et de plaisir pour ces premiers challenges. Voilà, à la semaine prochaine.